Il existe un petit objet de la taille d'une balle de cricket qui a été retrouvé emprisonné dans une roche vieille d'environ 2,8 milliards d'années. Ce n'est pas une façon de parler, des milliards. Avant les animaux, avant les plantes, avant toute civilisation. Malgré cela, cet objet était parfaitement sphérique et comportait 3 sillons parallèles si précis qu'ils semblaient avoir été faits à la machine. Mais le détail qui transforme cela en cauchemar pour la géologie est autre. Lorsque le mineur a posé la main dessus, la sphère a réagi. Le son qui provenait de la paroi n'était pas un craquement de roche, c'était un timbre métallique, comme une cloche lointaine venant de l'intérieur de la pierre. Si cela est naturel, la nature a fait quelque chose de trop parfait. Si cela a été fabriqué, alors qui a fabriqué quelque chose sur une planète où la vie complexe n'existait même pas? Tout a commencé le matin du 3 septembre 1973 dans la mine Wonderstone. Un mineur vétéran nommé Cobus Venter descendait pour un nouveau quart de travail, sans savoir qu'il était sur le point de trouver quelque chose que la science, jusqu'à aujourd'hui, peine à expliquer. Il ajustait la lampe fixée sur son casque avec le geste automatique de quelqu'un qui a déjà répété ce mouvement des milliers de fois. Cobus descendait sous terre depuis ses 17 ans. Près de 3 décennies à vivre sous la surface avaient façonné non seulement son corps, mais aussi sa perception. Il n'était pas seulement expérimenté, il était une référence. Parmi les plus jeunes, on appelait Cobus Doman. C'était du pur respect. Et ce matin-là, il dirigeait 3 mineurs à travers une zone récemment ouverte de la mine. La section était nouvelle. Des explosions contrôlées avaient ouvert environ 150 mètres de roche jusqu'à un filon de pyrophilite. Travail ordinaire, routine. Jusqu'à ce que ce matin cesse de l'être. Comme il le faisait toujours, Cobus fut le premier à entrer. 3 mineurs plus jeunes venaient juste derrière. En descendant, il passa la main sur la paroi rocheuse, laissant ses doigts courir sur la surface rugueuse. C'était une vieille habitude. Les mineurs vétérans disent qu'une mine parle avec vous. Pas avec des mots, bien sûr, mais avec des signes. La température, l'humidité, la façon dont les sons reviennent. De petits changements qui préviennent quand quelque chose n'est pas comme cela devrait être. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Subtil, déplacé, comme si la roche avait changé de tonalité. À 150 mètres de profondeur, le tunnel était étroit et récemment ouvert, avec des marques d'explosion sur les murs et des poutres en bois essayant de soutenir le plafond. Peter était le nouveau. Il parlait trop pour dissimuler sa nervosité, posant des questions sur l'âge de la roche environnante. Cobus dit que cette couche était précambrienne, près de 3 milliards d'années. Quand ceci s'est formé, la Terre n'avait même pas de vie telle qu'on la connaît. Il s'arrêta vraiment. Sec, si brusquement que Peter faillit le percuter, bloquant ses bottes à la dernière seconde. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu t'es arrêté ?» lâcha Peter dans un murmure trop fort pour cet endroit. Cobus ne répondit pas. Il ne tourna même pas le visage. Il leva seulement la main rapidement et posa 2 doigts sur ses lèvres. Silence. Le geste était celui de quelqu'un qui ne demande pas, qui ordonne. Et à l'instant même, les 3 garçons se figèrent. Cobus inclina la tête et écouta. Un timbre métallique fin, insistant. Ce n'était pas ce craquement sec qui annonce un éboulement. Ce n'était pas un grincement de bois qui cède. C'était autre chose. Un son si fin qu'il semblait presque être le fruit de l'imagination. Et pourtant, il avait une présence. Un timbre métallique, léger, insistant, comme l'écho lointain d'une cloche sonnée tout au fond du monde. Il regarda Peter, les yeux plissés sous la poussière. « Tu as entendu ça ?»« Je n'ai rien entendu, non, » répondit-il mal à l'aise comme s'il avait échoué à un test. Mais Cobus continuait de le sentir. Le bruit venait d'un endroit précis. Ce n'était pas dans la mine. C'était là, dans la paroi à leur gauche, comme si la pierre vibrait de l'intérieur. Il approcha la lampe de la roche et examina avec soin, millimètre par millimètre. À première vue, c'était pareil au reste. Rugueux, brun grisâtre, marqué par les cicatrices récentes de la dynamite, juste de la pierre, jusqu'à ce que sa main trouve un point impossible. Une petite section de la taille d'une balle de golf, trop parfaite, trop lisse, comme si quelqu'un avait poli cela avec intention. Cobus passa ses doigts de nouveau, doucement, confirmant que ce n'était pas un jeu de lumière. La surface n'était pas seulement lisse, elle semblait
fermé, sans pores, sans granulation, comme du verre ou du métal très bien travaillé. Il tendit la main en arrière sans quitter l'endroit des yeux. « Donne-moi l'outil, maintenant. » Peter déglutit difficilement et lui tendit un petit marteau de picador. Et là se produisit ce genre de scène qui n'existe que dans les endroits où la mort habite tout près. 3 lampes se rapprochant, formant un cercle intense de lumière au milieu d'un couloir absolument noir. Le reste du monde disparut. Il ne resta que le mur, et ce point. Cobus ébrécha la roche autour avec précaution. La surface lisse s'agrandit et devint une courbure parfaite. Une courbe parfaite, surgissant de l'intérieur de la paroi. Et la couleur non plus ne correspondait à rien ici. Elle était plus sombre que l'environnement, presque noire, avec un éclat discret, un reflet métallique qui ne ressemblait pas à un minéral commun. Cobus ne répondit pas. Il continua simplement. Encore un coup prudent, encore un éclat, encore un morceau de la courbe apparaissant, jusqu'à ce que la forme devienne inconfondable. C'était une sphère parfaitement ronde, plus ou moins de la taille d'une balle de cricket encastrée dans la roche, comme si elle avait toujours appartenu à ce mur. Et cela, en soi, était déjà faux. Parce que cette couche, selon tout ce qu'il savait, avait environ 2,8 milliards d'années. Rien d'humain n'était aussi ancien, et rien de naturel ne semblait aussi précis. La sphère était trop lisse et trop froide pour cet endroit de la mine, comme si la roche autour ne l'affectait pas. Peter commença à trembler. Sa voix devint un enchevêtrement de mots. On devrait laisser ça là. On devrait appeler quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça ne va pas. Je n'aime pas ça. Cobus, pendant une seconde, envisagea d'arrêter. De laisser cela où c'était. De couvrir de pierre et d'oublier. Parce qu'il existe un type de découverte qui ne donne pas une sensation de victoire. Cela donne une sensation d'invasion. Comme si vous aviez ouvert une porte qui n'était pas la vôtre. Mais la curiosité l'emporta. La même curiosité qui fait descendre les hommes là où ils ne devraient pas être. Ils travaillèrent ensemble, retirant la couche finale de roche jusqu'à ce que la sphère se détache. D'abord, ce fut un craquement discret. Ensuite, un petit déplacement. Et alors, Cobus tira. Libre. Le poids surprit tout le monde. C'était trop lourd pour la taille que cela avait. Ce n'était pas de la pierre lourde. C'était une autre catégorie de densité, comme s'il y avait à l'intérieur quelque chose qui ne correspondait pas au monde là-haut. Et quand la lumière la frappa entièrement, vint le détail qui les rendit tous muets. 3 sillons parallèles encerclèrent la sphère, parfaitement espacés, comme des lignes de latitude sur un globe. Trop précis, trop propre, trop symétrique pour être un accident. Il n'y avait pas de couture, aucune marque de moule, aucune irrégularité suggérant une cassure ou une érosion. Juste la perfection, et ces 3 anneaux fins, comme une signature. Cobus tourna la sphère dans ses mains, étudiant chaque angle. Et là, il remarqua quelque chose qui lui glaça le sang d'une manière différente du froid de la surface. La sphère semblait solide, mais elle n'était pas immobile à l'intérieur. Il y avait un mouvement interne, comme une fumée dense qui tournait, comme un liquide sombre tourbillonnant sous une coque vitrifiée, et ce n'était pas aléatoire. Le mouvement semblait former des motifs, comme s'il réagissait à la rotation des mains de Cobus, comme s'il percevait qu'il était manipulé. Peter fit un pas en arrière, le visage pâle sous la crasse. Cobus essaya de paraître rationnel, essaya de jeter une explication simple sur l'horreur, comme si une phrase pouvait domestiquer cela. Ça doit être une sorte de minéral, un reflet, quelque chose qui capte la lumière différemment. Mais même lui n'y crut pas, parce que le mouvement n'était pas un reflet. C'était une réponse. Et pendant qu'il restait là, hypnotisé, le son revint. Ce tintement métallique, maintenant plus clair, pas fort, mais suffisamment net pour faire ressembler le tunnel à une caisse de résonance. La cloche n'était pas au fond. La cloche était dans la sphère. Ils surent qu'ils devaient ressortir. Montrer cela à quelqu'un. Et vite. Ils marquèrent le point sur le mur, gravant mentalement chaque détail du lieu, et revinrent ensuite par le tunnel, montant vers la lumière. Cobus portait la sphère comme s'il s'agissait d'un nouveau-né, avec soin, avec peur, avec cette certitude étrange,
que la lâcher pourrait être pire que de la tenir. Et tandis qu'il montait, la sphère semblait devenir plus lourde, comme si elle résistait à sortir de là, pas de façon imaginaire, pas comme de la fatigue. Il semblait vraiment que la sphère devenait plus lourde à mesure qu'ils s'approchèrent de la surface, comme si elle ne voulait pas sortir de là, comme si la gravité elle-même commençait à discuter avec elle. Et le tintement métallique continuait, accompagnant chaque pas, comme un rappel insistant que ce n'était pas seulement une pierre différente. Quand ils émergèrent enfin dans la clarté, Cobus plissa les yeux, presque ébloui. La lumière du soleil révéla la précision absurde des sillons, des lignes si parfaites qu'elles semblaient en fait par une machine moderne, un outil industriel de coupe, et non par un quelconque processus survenu il y a des milliards d'années. Dans le bureau de la mine, le superviseur Hendrik Pretorius était courbé sur des papiers quand Cobus posa la sphère sur la table. Hendrik leva les yeux et se figea. Son expression changea par couches, confusion, incrédulité, et puis ce silence pesant de celui qui réalise qu'il n'a pas de réponse prête. « Où avez-vous trouvé ça ?» Cobus expliqua. « Section 7B, environ 500 pieds plus bas, coincé dans la roche, et pas n'importe quelle roche précambrienne. » Hendrik prit la sphère et testa le poids, la lançant légèrement d'une main à l'autre. À chaque seconde, son visage devenait plus sérieux, plus fermé, comme si son esprit essayait de ranger cela dans un tiroir connu, et qu'ils étaient tous vides. Il l'approcha de son visage, analysa les sillons, la texture trop lisse, l'éclat étrange. Et puis, il lâcha, presque comme une conclusion involontaire. C'est trop lourd pour de la pyrophilite, trop lourd pour n'importe quelle chose que je connaisse. Et à cet instant, Hendrik savait déjà ce qui allait suivre. Cela devait aller vers quelqu'un qui comprenait les roches anciennes, la formation géologique, les matériaux, quelqu'un capable de dire ce que c'était sans rire. Alors il mentionna le seul chemin logique, appeler un géologue, probablement de l'université de Johannesburg, pour examiner la sphère de près. Sauf que le problème était que, plus la décision semblait logique, plus la sphère semblait défier la logique, comme si elle attendait justement cette prochaine étape. C'était un homme maigre, inquiet, déjà dans la cinquantaine, avec des décennies consacrées à l'étude des formations rocheuses d'Afrique du Sud. Il était connu pour être méticuleux, sceptique et peu patient avec les distractions. Quand Hendrik Pretorius posa la sphère sur la table, la réaction initiale de Greer fut presque automatique. Il rit. Un rire court, sec. Pour lui, cela ne pouvait être qu'une blague élaborée. Un objet fabriqué, planté là pour attirer l'attention. Et l'irritation vint juste après. Il avait interrompu des recherches importantes, traversé des kilomètres, seulement pour perdre du temps avec ce qui semblait à ses yeux une fraude évidente. Il commença à se plaindre, demandant pourquoi on l'arrachait à un travail sérieux pour quelque chose de si clairement artificiel. Mais avant que le discours ne prenne de la force, Cobus intervint. Il dit avec calme que cela n'avait pas été fait par eux, que la sphère était incrustée dans la roche précambrienne, qu'il avait lui-même retiré l'objet de la paroi, centimètre par centimètre. Greer hésita. Il ne discuta pas. Il prit simplement la sphère. Et à ce moment-là, quelque chose changea. Il approcha une loupe de la surface et commença à examiner avec une attention professionnelle. Il fit tourner l'objet, analysa les sillons, la texture trop lisse, l'absence totale de marques de fabrication connues. Plus il observait, moins il était à l'aise. L'expression de mépris fit place à une concentration silencieuse. Quelque chose ici ne collait pas. Il décida qu'il avait besoin de voir l'endroit exact de l'extraction. Peu de temps après, Greer, Cobus et d'autres hommes descendaient à nouveau dans la mine jusqu'à la section 7B. Le même tunnel, la même obscurité pesante. Cobus pointa l'endroit sur le mur d'où la sphère avait été retirée. Greer s'agenouilla, éclaira la cavité avec la lampe, prit des photographies, fit des mesures détaillées, collecta des échantillons de la roche environnante. Et ce qu'il vit ne fit qu'aggraver les choses. La matrice rocheuse ne présentait aucun signe d'intrusion, aucune fissure, aucune craquelure postérieure. Rien n'indiquait que cet objet avait été inséré là, après coup. Tout suggérait que la sphère était déjà présente quand la roche s'est formée. Et cela repoussait l'origine de l'objet vers quelque chose proche de 3 milliards d'années en arrière.
Pour Greer, pour Cobus, pour toute personne, un minimum familière avec la géologie. Cela ne pouvait tout simplement pas arriver. Il n'y avait pas de chemin logique permettant cette possibilité. Et alors, tandis que Greer examinait encore le mur, le faisceau de la lampe capta une autre anomalie, un autre point lisse, à moins d'1 mètre de distance du premier, puis un autre, et encore un. Ils travaillèrent avec encore plus de soin cette fois-ci. La seconde sphère était plus petite, approximativement de la taille d'une bille, mais à part cela, identique. Même forme parfaite, même sillon précis. Une réplique absolue, pas un semblable, un égal. À partir de là, la mine entra en état d'alerte. Pendant des jours, puis des semaines, une recherche systématique fut menée uniquement dans cette section. Des sphères commencèrent à surgir de différents points de la roche, comme si elles avaient toujours été là, à attendre. À la fin du mois, 127 avaient été extraites rien que de la 7B. Les tailles variaient. Certaines faisaient quelques millimètres, d'autres atteignaient presque 10 centimètres de diamètre. Certaines présentaient un unique sillon, d'autres 3. Certaines n'en avaient aucun. Mais toutes, sans exception, partageaient la même caractéristique impossible. Elles étaient parfaitement sphériques. Sans savoir quoi faire de plus, le docteur Greer envoya plusieurs d'entre elles à des universités et des laboratoires à travers le monde. Et c'est là que la situation cessa d'être simplement inexplicable et devint contradictoire. Les rapports revinrent conflictuels. Les uns les appelèrent concrétions naturelles, sans expliquer les sillons. D'autres signalèrent des traces métalliques rares. Au final, la science ne s'y retrouvait pas, et les réponses se contredisaient. Pendant ce temps, Cobus garda une sphère avec lui. La première. Officiellement, c'était juste un souvenir, un objet curieux. Mais, en pratique, il était fasciné. Le soir, assis dans sa chambre, il faisait tourner la sphère entre ses mains et observait cet étrange mouvement interne, cette rotation douce qui ne semblait jamais s'arrêter. Sa femme, Marie, détestait cela. Elle disait que la sphère lui donnait des frissons, que cela ne semblait pas naturel, qu'il devait s'en débarrasser. Et à un certain moment, Marie dit quelque chose que Cobus essayait d'éviter de penser. Elle dit « Si ce n'est pas naturel, alors quelqu'un l'a fait. Quelqu'un ou quelque chose, il y a des milliards d'années. Et qu'est-ce qui a été ici d'autre sur cette planète pendant tout ce temps ?» Cobus ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. En 1984, 11 ans après la découverte initiale, un homme nommé Ralph Marx devint conservateur du musée de Klerksdorp. Le musée avait acquis des dizaines de sphères, et Ralph les transforma en centre de la collection. À ce stade, Cobus avait déjà pris sa retraite de l'exploitation minière, mais il visitait le musée fréquemment. Il connaissait ces sphères mieux que n'importe quel rapport scientifique jamais publié. Et ce fut justement pour cela qu'il commença à remarquer des choses qui n'étaient pas dans les documents officiels. Les sphères semblaient interférer avec les équipements électroniques. Les horloges avançaient ou retardaient quand elles s'en approchaient. Les radios captaient de l'électricité statique sans raison. À une occasion précise, Cobus approcha une boussole de l'une des sphères les plus grandes, et l'aiguille ne pointa pas seulement vers elle. Elle tourna, sans arrêt, comme si la sphère générait son propre champ magnétique. Ralph documenta tout, mais chaque fois que des scientifiques apparaissaient pour étudier les objets formellement, rien de tout cela n'arrivait. Aucune interférence, aucune anomalie. C'était comme si les sphères ne se comportaient de manière étrange que lorsque personne ne les observait officiellement. En 1987, Ralph appela Cobus en urgence. Quand Cobus arriva au musée, il fut conduit à la salle de stockage. Ralph montra une vitrine et lui demanda s'il remarquait quelque chose de différent. Cobus regarda et ne vit rien d'immédiat. Alors Ralph lui demanda de compter. Il y avait 15 sphères. La veille, il y en avait 14. Cobus fronça les sourcils, confus. Il demanda si quelqu'un en avait donné une autre. Ralph dit que non. Il pensa, un instant, qu'il avait peut-être mal compté. Alors il montra une photographie prise la semaine précédente. Dessus, clairement, il n'y en avait que 14. La nouvelle sphère était identique aux autres en tout point. L'idée commença à se former, trop lourde pour être dite à voix haute. Et si les sphères étaient en train de se multiplier? Sans savoir quoi penser, ils décidèrent de tester. Ils isolèrent une petite sphère
avec 3 sillons. Ils la placèrent seule dans une boîte verrouillée. Ils la photographièrent sous tous les angles. Ils la mesurèrent avec précision. Ils la pesèrent sur une balance sensible. Ils scellèrent la boîte et installèrent une caméra pour enregistrer en continu. Une semaine plus tard, ils ouvrirent. Il y avait 2 sphères à l'intérieur. Les images de la caméra ne montraient rien. Aucun mouvement, aucune altération. Image après image. Toujours une seule sphère, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus une seule. Un photogramme plus tard, il y avait 2 sphères. Il n'y a pas eu de transition. Aucun flou. Aucun mouvement intermédiaire. En une seule image, là où avant il n'en existait qu'une. Maintenant, il y en avait une autre identique à côté, comme si elle s'était simplement matérialisée à l'intérieur de la boîte scellée, ignorant complètement toutes les lois connues. Ils répétèrent l'expérience de nombreuses fois. Ils utilisèrent des sphères différentes, des tailles différentes, des sillons différents. Parfois, rien ne se passait. D'autres fois, un double surgissait. Jamais dans le même intervalle de temps. Jamais sous les mêmes conditions. Aucun modèle reconnaissable. Aucune logique reproductible. Et il y avait un détail encore plus déconcertant. Chaque fois qu'une étude officielle était menée, avec des scientifiques présents, des protocoles rigides et une observation constante, rien ne se passait. Les sphères restaient inertes, silencieuses, sages, comme si elles savaient quand elles étaient observées et quand elles ne l'étaient pas. En 1995, Cobus, approchant déjà des 70 ans, reçut une lettre inattendue. Elle venait du Costa Rica. Un professeur d'université avait entendu parler des sphères sud-africaines et pensait qu'il y avait peut-être quelque chose que Cobus devait voir. La lettre était accompagnée de photographies. Elle n'était pas petite, ni métallique. C'étaient des sphères massives en pierre, trouvées dans la jungle du Costa Rica. Certaines avec plus de 2 mètres de diamètre, géantes, sculptées dans le granit, datées d'environ 1400 ans, trop jeunes pour être comparées à celles de la mine, du moins en âge. Mais la forme, la précision étaient identiques, et quand Cobus observa les images avec plus d'attention, il remarqua quelque chose qui fit se contracter son estomac. Sur certaines des sphères les plus grandes, il y avait des lignes presque imperceptibles, des sillons ténus, usés par le temps, disposés en groupes de 3 courant parallèlement. Exactement comme sur les siennes. Le professeur, le docteur Eduardo Mendes, invita Cobus à voyager au Costa Rica et à voir les sphères personnellement. Cobus n'était jamais sorti d'Afrique du Sud, mais c'était trop grand pour l'ignorer. Quand il arriva et se tint devant l'une des sphères géantes, il ressentit quelque chose d'immédiat, une sensation difficile à expliquer, une familiarité, comme s'il était devant la même chose, juste agrandie. Cela ne ressemblait pas à une version différente, cela ressemblait à la même présence, juste à une autre échelle. En s'approchant, Cobus perçut un bourdonnement subtil, presque imperceptible, vibrant au fond des oreilles. Ce n'était pas un son externe, c'était une sensation, la même qu'il ressentait en tenant sa propre sphère chez lui. Quand il raconta cela au docteur Mendes, le professeur ne sembla pas surpris. Au contraire, il présenta une théorie. Et si ce n'était pas des phénomènes séparés? Et si, au cours de l'histoire, différentes cultures avaient trouvé les petites sphères métalliques et décidé de marquer ces lieux en créant des versions monumentales en pierre? Pourquoi des peuples anciens sculpteraient-ils des sphères gigantesques avec une précision absurde s'ils n'étaient pas en train d'imiter quelque chose qui existait déjà? Mendes montra alors une carte à Cobus. Dessus étaient marqués tous les lieux connus où des sphères de pierre avaient été trouvées. Costa Rica, Bosnie, Inde, Nouvelle-Zélande, île de Pâques, et sous un autre symbole, le point de l'Afrique du Sud où les sphères métalliques avaient été découvertes. Les localisations ne coïncidaient pas parfaitement, mais elles coïncidaient suffisamment. Alors Mendes sortit une autre carte. Celle-ci montrait des anomalies magnétiques globales, des régions où le champ magnétique de la Terre se comporte de façon inhabituelle. Et, une à une, les marques des sphères s'alignaient avec ces zones. Pas toutes, mais beaucoup trop pour être une coïncidence. Cela suggérait une seule chose. Les sphères étaient, d'une certaine manière, connectées au champ magnétique de la planète. Et si c'était des marqueurs, ou des encres, ou des avertissements? Mendes présenta alors un document de plus. Un relevé sismique récent. Les données montraient une activité inhabituelle profondément sous la croûte terrestre.
Il expliqua que les enregistrements avaient été captés directement sous le lieu de la première sphère trouvée en Afrique du Sud. Cobus ne comprenait pas complètement les graphiques, mais les modèles étaient clairs. Des impulsions rythmiques, répétitives, presque organiques, comme des battements. L'origine? Environ 1000 kilomètres sous la surface. Cobus retourna en Afrique du Sud profondément ébranlé. Il pensait aux centaines de sphères retirées de la mine au fil des ans, éparpillées maintenant dans des musées, des entrepôts et des collections privées autour du monde. Si cela était un système de confinement, qu'est-ce que cela signifiait de le démonter pièce par pièce? Il alla directement au musée de Klerksdorp, chercher Ralph Marx et raconta tout. Le Costa Rica, les cartes, les anomalies magnétiques, l'activité sismique. Ralph écouta en silence. Et ensuite il dit qu'il y avait quelque chose que Cobus devait voir. Ils descendirent jusqu'à un sous-sol verrouillé du musée. À l'intérieur d'une salle isolée, il y avait une unique sphère. Elle était plus grande que toutes les autres, de la taille approximative d'un ballon de football, et différente. Elle n'avait pas 3 sillons, ni 4. Elle en avait des dizaines. Un motif complexe qui couvrait toute la surface, comme un code impossible à déchiffrer à première vue. Ralph expliqua que cette sphère avait été trouvée l'année précédente, à environ 600 mètres de profondeur. Les 2 mineurs qui l'avaient extraite moururent le jour suivant même. Crise cardiaque, tous 2 en bonne santé, tous 2 dans la trentaine. Même à quelques mètres de distance, Cobus sentait quelque chose, une pression dans l'air, comme de l'électricité statique épaisse. Ce n'était pas un choc, c'était une résistance, comme la sensation d'essayer de joindre 2 aimants avec les mauvais pôles. Ralph éteignit les lumières. Dans l'obscurité, la sphère semblait émettre une lueur douce, pas lumineuse au sens commun, mais présente. Les sillons sur la surface semblaient bouger, glisser, se réorganiser lentement, formant de nouveaux motifs. Et au cours des années suivantes, des récits continuèrent de surgir. Les sphères du Costa Rica présentaient des niveaux bas, mais détectables, de radiation. Celles de Bosnie émettaient des ondes sonores de basse fréquence, audibles seulement avec des équipements spécialisés. En Nouvelle-Zélande, des zones proches des sphères enregistrèrent des altérations dans le comportement de la faune locale. Et plus des données surgissaient, moins il était clair ce qu'étaient exactement ces sphères, ou pourquoi elles semblaient se réveiller justement maintenant. Les oiseaux ne survolaient simplement pas ces zones. Des volées entières déviaient, comme s'il y avait quelque chose d'invisible dans l'air. Les poissons évitaient les eaux proches, changeant leur route naturelle sans raison apparente. Et au-dessous de tous les lieux où des sphères avaient été trouvées, métalliques ou en pierre, les capteurs enregistrèrent la même chose. L'activité sismique augmentait. Quelque chose changeait. En 2003, Cobus Venter, déjà très âgé, accepta de parler à une équipe de documentaires. Assis, avec les mains marquées par des décennies de travail souterrain, il revint au début. Il parla de la première sphère, du son métallique dans la roche, du froid impossible, des sillons parfaits, et principalement de la sensation persistante que ces sphères n'ont jamais été juste des objets. À la fin de l'interview, ils posèrent la question inévitable. Ils demandèrent ce qu'ils croyaient que ces sphères étaient réellement. Cobus resta silencieux pendant quelques secondes. Un silence lourd. Ce n'était pas de l'hésitation, c'était de la prudence. Alors il parla. Il dit qu'il croyait que la Terre n'était pas exactement comme nous l'avons appris, qu'elle était peut-être creuse, ou partiellement creuse, et que quelque chose vivait là-dessous, quelque chose qui existait depuis avant que la vie ne surgisse à la surface, quelque chose de trop ancien pour tenir dans notre ligne du temps. Les sphères, selon lui, n'étaient pas des artefacts décoratifs, c'étaient des moniteurs ou des sceaux, des dispositifs placés là par quelque chose ou quelqu'un pour observer ce qui était en dessous ou pour maintenir cela contenu. Et le problème, selon Cobus, était simple et terrifiant. Nous étions en train de retirer ces choses, des centaines, peut-être des milliers, au fil des décennies, éparpillées maintenant à travers le monde, hors de position, hors de fonction. Et selon sa vision, nous étions dangereusement proches de découvrir à quoi elles servaient réellement. Cobus Venter mourut 2 ans plus tard, en 2005, à 77 ans. Mais les sphères qui avaient marqué sa vie restèrent là. Aujourd'hui, ces objets sont connus sous le nom de sphères de Klerksdorp. Beaucoup restent exposés au musée local, attirant visiteurs, chercheurs et curieux.
La science traditionnelle insiste sur le fait qu'elles ne sont que des concrétions naturelles, des formations minérales façonnées lentement par des processus géologiques. Ils disent que les sillons ne sont que des motifs d'altération atmosphérique, que le poids inhabituel est une erreur de mesure, que la duplication, l'interférence électromagnétique ou l'éclat sont des exagérations, des rumeurs, des histoires qui ont grandi avec le temps. Mais les mineurs racontent une autre version. Ils disent que ces dernières années, ils en ont trouvé plus, beaucoup plus. Pas seulement en Afrique du Sud, dans différentes parties du monde, toujours profondes, toujours silencieuses, toujours parfaites. Et pendant ce temps, les grandes sphères de pierre, celles éparpillées au Costa Rica et dans d'autres pays, commencèrent à être traitées d'une autre manière. En 2014, elles furent officiellement reconnues comme patrimoine mondial, non seulement pour la valeur culturelle d'une région spécifique, mais pour l'importance pour l'humanité dans son ensemble. La signification réelle des sphères de Klerksdorp reste indéfinie. Aucune explication ne parvient à répondre à toutes les questions. Aucune théorie ne parvient à clore le casse-tête. Et peut-être que le détail le plus inquiétant est justement celui-ci. Plus on essaie de comprendre, plus des modèles commencent à surgir. Et au-dessous de tout cela, au-dessous des mines, au-dessous des sphères, au-dessous des anomalies magnétiques et des impulsions sismiques, quelque chose continue de répondre.